Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Elle Projet. Vous commencez à me connaître, je suis Chloé, initiatrice de ce projet. Et aujourd'hui, après avoir interviewé Pauline, Isabelle et Sophie, nous voici en présence d'Agnès. Donc bonjour Agnès, que vous connaissez peut-être ou que vous allez connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudo de la petite Agnès. Donc aujourd'hui, on va une nouvelle fois parler de podcast avec ton podcast qui se nomme Flamboyance, de créativité et aussi de confiance en soi. Donc toutes ces questions, toujours dans l'optique de savoir qu'est-ce que cela signifie et implique d'être une femme dans le monde de la culture. Alors, comme première question, j'aimerais te demander si tu pouvais développer un peu ton parcours scolaire et professionnel, s'il te plaît. D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Agnès, comme tu l'as dit. Donc mon parcours professionnel et scolaire, donc déjà moi j'ai un parcours, comment dire, assez particulier parce que j'ai touché vraiment à tout. Au départ j'ai fait un BEP caractère intérêt social parce que je voulais travailler particulièrement dans le social avec les enfants, les personnes âgées. Et la culture m'intéressait aussi beaucoup. Donc j'ai fait un service civique dans un centre socioculturel et j'ai pu développer plusieurs projets, notamment un projet de journal télévisé avec des enfants. Voilà, tout le domaine culturel et surtout qui est vraiment des enfants de tout âge, ça me passionnait en fait à l'époque quand j'ai commencé à faire mon service civique. Ensuite, quand il a fallu trouver un travail, c'était un peu plus compliqué parce que au niveau des offres, il y avait plusieurs choses qui me passionnaient pas tant que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses sur l'aspect culturel qui étaient oubliées. D'accord. Notamment quand tu travailles avec des tout petits, en fait, on te dit, ben voilà, en fait, l'aspect culturel, ça passe au secondaire. Et moi, c'est ce qui me manquait beaucoup. J'ai travaillé aussi avec des personnes âgées. En fait, elles n'étaient pas hyper intéressées par tout ce qui est le domaine culturel. En tout cas, c'était pas vraiment abordé en fait. Et donc, après ça, je suis tombée sur un site qui proposait des formations pour les libraires. Je me suis renseignée, je suis partie à la journée porte ouverte. Et après, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et après, je me suis formée, ça s'est plutôt bien passé. Tu t'es formée où? Je suis formée à l'INFL, c'est l'école nationale de formation pour les libraires. Et après, quand il a fallu trouver du job, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce qu'en fait, je pense que j'avais idéalisé un peu le métier du libraire. C'est vrai que quand on est dans les études, qu'on voit que la théorie, qu'on n'a pas beaucoup de pratique, pas beaucoup de terrain. C'est vrai qu'on a tendance à... Après, en fait, j'étais en alternance et en fait, au fur et à mesure de mon alternance, je me disais, est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce qu'en fait, moi j'adore lire, je suis passionnée par les livres, c'est vraiment mon univers. Mais le fait de vendre quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Donc voilà. Après, je suis pas quelqu'un à me mettre un peu la pression en me disant il faut absolument que je trouve quelque chose pour travailler, il faut vraiment que je gagne ma vie, etc. En fait, j'essaie de faire au mieux et de trouver voilà, de me dire bon, il faut que je trouve un travail, c'est sûr, mais il faut que j'arrive à trouver un truc qui me donne envie de me réveiller le matin. Oui. Donc, pas ce qu'on appelle désolé pour le langage, les bullshit jobs. Exactement. Tu vas juste pour gagner ta croûte et rentrer le soir. C'est ça. Ouais. Et donc moi, c'est vraiment, en fait, je suis en quête de ça. Et le truc aussi, c'est que j'avais pas passé mon bac parce que j'avais fait tout un BEP, des BEP, des CAP, des choses comme ça, et je m'étais jamais dit faudrait que je passe mon bac. Et l'année dernière, j'ai pris la décision de faire un DAE, donc c'est un équivalent du bac, un DAE littéraire, et comme ça me permet de faire des formations, d'autres formations, en fait, de m'ouvrir à tout un monde. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc malgré le confinement, les grèves, tout ça, j'ai pu obtenir mon DAE.
Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup au community management, au graphisme, etc. Donc je pense que je vais travailler là-dessus. Et je suis freelance en ce moment. J'ai suivi une formation d'1 mois. D'accord. Donc comme c'est un domaine, enfin les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un endroit où j'ai réussi en fait à m'épanouir en fait. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très déjà chronophage, très toxique à certains moments. Je pense que ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on peut en faire. C'est ça, je pense qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient et pour comment dire, trouver une notoriété saine et qui peut vraiment servir dans la vie, quoi. Et pas juste pour des likes. Si cette notoriété, tu peux t'en servir pour ton travail derrière, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Bah, moi, avec la petite Agnès, au début, je faisais vraiment ça. Voilà, je postais beaucoup de poésie et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et après, je me suis rendu compte que c'était devenu très mécanique en fait. Oui, c'était d'accord, plus vraiment de la passion. Je postais à un moment, je postais vraiment tous les jours. Et je me suis vraiment remise en question par rapport à ça. Maintenant, la petite Agnès, je m'en sers vraiment différemment. J'ai vraiment tout supprimé parce que je voulais vraiment partir sur de nouvelles bases et de pas me dire bon voilà, il faut que tel jour je sors un post à telle heure. C'est vrai qu'on peut vite tomber là-dedans. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on s'oriente un peu vers le podcast, avec le podcast que tu as créé qui se nomme Flamboyance. Donc, pourquoi tu l'as créé, comment, avec qui, toutes ces questions-là qu'on peut se poser quand on tombe sur un podcast. D'accord. Alors Flamboyance, je l'ai créé en janvier 2020. 2020. Ouais, d'accord. Et donc c'est un podcast qui me tenait vraiment à cœur de créer. Parce que j'avais envie vraiment de porter les voix des femmes racisées, et notamment en fait, dans leur expérience de vie, les expériences anodines qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on peut prendre l'exemple de la culture, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, on voit souvent des expériences d'hommes blancs et aussi des femmes blanches, mais très peu des femmes racisées. Et moi, ça me tenait à cœur vraiment de leur donner l'opportunité de porter leur voix. Attends, je sais plus de les mettre en lumière. De les mettre en lumière, oui. Et surtout sur plusieurs sujets aussi, par exemple l'écologie. On voit très très peu de femmes racisées. Et pourtant, il y en a énormément, mais vraiment beaucoup. Et c'est hyper étonnant que dans les médias, on ne voit que Greta Thunberg. Et pourtant, il y a énormément de femmes racisées qui militent dans le monde. Il y a Autumn Pelletier, il y a beaucoup de femmes indiennes aussi qui luttent en ce moment contre la crise écologique. Tu avais fait plein de posts d'ailleurs, j'ai fait pas mal de stories. Tu les as mis en story à la une ou pas? Ouais, j'ai mis en story à la une. Je pense que ça va être déplacé sur un futur site pour Flamboyance parce qu'en fait c'est très chargé en fait en informations et les personnes ne lisent pas forcément. Et j'avais aussi enquêté sur le fait qu'il y a énormément d'écologistes qui sont tués tous les ans. En 2018, je crois qu'ils étaient 164, et uniquement des personnes racisées. Et en fait, ça me donnait vraiment à cœur de parler de ça, parce que, par exemple, en Occident, je trouve que les personnes, en tout cas, qu'on entend parler d'écologie, c'est beaucoup de personnes privilégiées. Oui. Et en fait, privilégiées, t'entends par blanche. Ouais. Et donc, qui ne souffrent pas actuellement de la crise écologique. Tandis que dans les pays du Sud, c'est actuellement que les personnes se battent pour ça, en fait. Ok, oui, je comprends ton raisonnement. Ouais. Et tu parlais de Greta Thunberg, c'est vrai que en fait, ils sont déjà contents de la mettre en lumière parce que c'est une femme et on voit pas beaucoup de femmes, et en plus elle est jeune, donc ils sont déjà hyper contents de pouvoir mettre ça en lumière. Mais c'est vrai que je te rejoins que oui, encore une fois, certes c'est une femme jeune mais blanche. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que même moi qui
m'intéresse à mon niveau, en fait, à moi, ce que je peux faire au niveau de l'écologie, bah, quand tu postais tous ces noms, j'étais là, mais en fait, effectivement, je ne connais pas. Je ne connais pas soit ces femmes, soit ces hommes racisés qui militent en faveur de l'écologie. Ouais, mais en fait, les médias aussi s'y intéressent pas, vu qu'il n'y a pas d'articles. Personne ne peut savoir, sauf si vraiment on fait des recherches. Et en plus, même les articles en anglais, ils sont assez rares. Là, ça commence à... Parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont repris par des jeunes militants et tout. Donc là, on commence à voir aux États-Unis surtout un mouvement où on voit beaucoup de jeunes. Mais sinon, c'est le désert, quoi. Oui, parce que aussi les médias, ils vont mettre en lumière, comment dire, ce qui va leur permettre de faire du chiffre, ce qui va leur permettre de faire de l'audimat. Et malheureusement, on sait très bien que les personnes racisées, je mets des gros guillemets, elles dérangent. Donc déjà, une femme, Greta Thunberg, on voit très bien déjà tout ce qu'elle se prend dans la tronche. Alors la pauvre, si en plus... C'est une femme racisée. Voilà. Ouais, et donc les médias cherchent aussi, je les excuse pas, mais ils cherchent aussi à se protéger, à faire de l'audimat. Techniquement, et avec techniquement, avec quels moyens, et même moyens humains, tu as pu lancer ce podcast? Alors au début, je me suis dit, je vais faire tout toute seule. Ouais. Et après, je me suis dit, non, en fait... c'est dur, en fait. C'est dur. Même là, pour le projet, tu vois bien, c'est compliqué. Hein. Le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup faire moi-même les choses, en fait. Je pense que je t'en avais parlé, mais j'ai pas énormément confiance en moi. Et souvent, j'ai besoin de me prouver, je peux faire tel projet, etc. Donc pour moi, c'était un nouveau challenge. Et je me disais, ça va le faire. Ouais. C'est pas comme un enregistrement de vidéo pour YouTube. En fait, il y a moins besoin de matériel. Je peux même faire des enregistrements à distance, enfin tout ça. Et surtout, le public ne nous voit pas physiquement aussi. Ouais. Et ça, c'était hyper important pour ce projet. Parce que j'avais pas envie qu'on se concentre sur comment est la femme qui parle, en fait. Comment sont les personnes derrière le micro. Je voulais vraiment qu'on se concentre uniquement sur la voix des femmes. Et qu'on arrête de regarder et juste écouter. Mais t'es pas la première femme justement à me dire ça au niveau de Sorociné. C'est une discussion aussi qu'on a eue, justement, que les gens n'aient pas l'occasion de pouvoir nous critiquer au niveau de notre physique, et s'ils ont quelque chose à dire, que ce soit seulement par rapport à nos arguments. Et c'est vrai que ça change complètement la donne, en fait. Et même s'il peut toujours y avoir des attaques, parce que à Sorociné, on parle de cinéma d'un point de vue féministe, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit, mais au moins ils attaqueront sur les arguments et pas sur le physique, et ça c'est vraiment différent, quoi. Ouais, donc c'était vraiment important pour moi que ce soit un podcast et que ce soit des femmes racisées qui prennent la parole. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue. Après, au niveau technique, je vous avoue que j'ai pas tout géré moi-même. J'ai beaucoup demandé à mon copain parce qu'il est informaticien, donc il se connaît un peu mieux. Parce que moi, j'avais vraiment pas envie de payer une plateforme pour, comment dire, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent par exemple Ocha pour diffuser les podcasts. Je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. Surtout que, comme je suis étudiante, j'ai pas forcément un énorme revenu. Et donc j'ai trouvé toutes les façons possibles et imaginables pour que ça soit gratuit et sur toutes les plateformes. Parce que là, c'est sur... C'est sur Apple Podcast, c'est sur Spotify, c'est sur... Alors SoundCloud, maintenant je peux plus parce que j'ai dépassé la limite. D'accord. Mais normalement c'est partout. Ok. Et si jamais c'est pas partout, si vous avez une plateforme, vous avez envie que je publie là-dessus, n'hésitez pas à me dire, je trouverai toujours des solutions en fait. D'accord. C'est ce que je dis aussi en story sur Flamboyance. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du premier épisode pour les gens qui n'ont pas écouté, et ça leur donnera peut-être envie d'écouter? D'accord. Alors en fait, moi j'ai essayé de trouver au début des femmes dans mon entourage que je trouvais incroyables. Et que... Ça commence souvent comme ça, moi c'est pareil pour ce projet-là. Et donc j'ai demandé à une amie, Anaïs, qui... en fait je la connais depuis vraiment très longtemps, mais on se voyait pas tout le temps, parce qu'elle habite en Colombie et moi j'habite en France, donc on se voyait une fois tous les 2 ou 3 ans en fait. Mais à chaque fois qu'on se voyait,
je trouvais qu'on se rapprochait de plus en plus sur des sujets tels que le féminisme, l'intersectionnalité, enfin tout ça. Surtout en fait les dernières années où on s'est retrouvés, parce qu'elle est venue vivre en France, ça fait 1 an, 2 ans peut-être maintenant. Et en fait son parcours m'intéresse énormément parce qu'elle a été élevée d'une façon très féministe, parce que sa mère est une femme féministe très connue. Ça me rappelle. Ouais. En Colombie, elle a écrit des livres sur la masculinité, sur le féminisme, elle fait des conférences, elle est professeure, je crois, je ne sais plus trop, aux États-Unis. Enfin, elle fait plein de choses. Son père aussi, vraiment très intéressant. Et en fait, elle est métisse aussi, donc il y a tout ça. Au niveau culturel, c'est très très riche. Et aussi au niveau du féminisme, sur tous les sujets, pas tabous, mais tu sais, comme la sexualité, tout ça, en fait, elle parlait d'une façon mais très 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 ouverte en fait. Et autant avec tout le monde que sa famille, donc ses parents. Je me rappelle une fois, elle m'avait dit qu'elle était allée voir Adèle avec ses parents, tu vois. La vie d'Adèle. Ouais. Et donc il y a plein de sujets comme ça où moi dans ma famille c'est pas abordé, on n'en parle pas, enfin vraiment. Et elle, hyper tranquille avec tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a des débats tout le temps avec sa famille. Et moi j'admirais ça en fait. Enfin, je trouve ça tellement simple du coup, sa vision de voir les choses. Je me dis, elle doit être super sereine. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'elle soit la première invitée parce que c'est la femme en fait qui représente vraiment le féminisme. Et en tout cas, dans mon entourage proche, quoi, qui représente voilà, la liberté d'expression, le sens critique. Et voilà, j'avais vraiment envie que ça soit elle. Ok, donc tu as interrogé, là pour le moment, tu as interrogé Anaïs et tu as interrogé Rita aussi. Donc là, tu en as fait 2 pour le moment, c'est ça? Ouais, pour l'instant, j'en ai fait 2. Et tu comptes continuer J'enregistre un épisode, voire 2 épisodes par semaine en ce moment, parce que j'aimerais, à partir du 23 octobre, publier un épisode par semaine. D'accord. Et c'est vraiment le gros projet que je fais en ce moment. Donc je bosse beaucoup là-dessus. Après, c'est pas forcément évident parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait plein de femmes très très différentes avec des parcours très très différents. Parce que c'est ça aussi le rôle de Flamboyance, c'est de montrer une diversité dans les parcours des femmes. Je pense que la représentation pour moi c'est hyper important. Parce que j'en ai pas eu assez, je pense, quand j'étais enfant. Et je pense que c'est un truc que je suis en train de combler au fur et à mesure. Et pas uniquement de la représentation féminine, mais aussi la représentation masculine. Parce que je trouve que c'est important aussi de trouver des nouveaux modèles, de créer des nouveaux modèles. Et c'est comme ça qu'on va avoir énormément d'exemples de représentation. Et je pense que c'est plus sain en fait. Oui, et surtout, on a beau nous se battre en tant que féministes, si du côté des hommes, il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent, en fait on n'avancera pas. Donc effectivement, qu'on puisse présenter des nouvelles masculinités de moins en moins toxiques aux générations qui arrivent, c'est clair que c'est hyper important pour pouvoir avancer. Du coup, tu as le podcast, et est-ce qu'en dehors du podcast, tu as d'autres sujets qui te passionnent au niveau de création que tu fais Alors en ce moment, je suis à fond dans la peinture. Je pense que ça se voit sur Insta. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait par hasard. Il y a 2 mois, je me suis acheté des pinceaux, des tableaux. Ça fait que 2 mois? Ouais, ça fait que 2 mois. Ah, j'ai l'impression que c'était... Il y a pas longtemps, oui. Mais en fait... non, mais que ça faisait au moins 6 mois, je sais pas. Ça passe vite en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait que 2 mois, je pense, que je m'y mets vraiment. Tu vois, avec des objectifs vraiment précis. Là, ça devient plus précis encore que ce que je faisais. Donc ça fait 2 mois que tu as commencé à mettre la peinture. Et là, vraiment, je sais comment l'utiliser. C'est-à-dire que c'est toujours un peu comme dans Flamboyance. La peinture me sert
un rôle de représentation. D'accord. Surtout de modèles masculins en fait. J'ai vraiment envie de peindre plein d'hommes différents et des nouveaux modèles quoi. Parce que je trouve que bon, déjà il y a énormément de peintures de femmes nues, de femmes... Enfin, la femme est énormément représentée dans la peinture, les hommes un peu moins et surtout toujours dans les mêmes représentations. C'est ce que j'étais en train de dire. La chasse, dans des trucs très masculins. La chasse, et même si je crois que tu parles beaucoup de personnes noires. Oui. Et souvent, dans les peintures, on va dire Enfin, dans les peintures en général, les personnes noires, malheureusement, sont souvent représentées avec l'esclavage. Alors que, je veux dire, c'est pas ça qui les définit. Donc, malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Mais maintenant, ils peuvent commencer à se définir autrement. Je pense. Oui, et après aussi, je pense qu'on a beaucoup d'artistes en fait qui peignent, enfin des artistes racisés qui peignent des hommes noirs, des femmes blanches, et aussi on les voit pas en fait. On voit surtout des personnes blanches qui représentent des personnes racisées. Il faudrait un petit peu changer ça. Oui, que ce soit les personnes concernées aussi qui mettent un regard dessus et que ça soit visible par tout le monde. Donc vraiment la peinture en ce moment c'est mon dada. Il y a la poésie, ouais, c'est ça. J'allais en parler. La poésie, alors maintenant j'écris un peu plus pour moi parce que c'est vrai que en ce moment j'écris pas vraiment de la poésie, mais si ce n'est des histoires ou des choses très personnelles, intimes. Et c'est vraiment des choses que j'ai pas envie de partager, en tout cas pas pour l'instant. Non, mais c'est normal, on a tous besoin tous et toutes besoin, je pense, d'avoir un carnet où, même si c'est pas régulier, des fois t'as un coup de sang, t'as besoin de le sortir, t'as besoin d'écrire. Et aussi, j'ai enlevé tous mes poèmes sur la petite Agnès, sur le compte Instagram La Petite Agnès, parce que j'ai envie d'écrire un recueil plus tard, et j'ai pas envie que tous mes poèmes, parce qu'il y en avait quand même pas mal sur Instagram, j'avais pas envie que tout soit à la portée de tout le monde. Donc j'ai vraiment... C'était un peu difficile comme décision, mais en fait quand je voyais mes poèmes repris par d'autres personnes et tout, en fait ça m'a un petit peu refroidi. Je vois. Surtout des personnes en fait qui reprennent et qui soit signent leur nom, soit ne me mentionnent pas. Et j'ai eu très peur de ça, donc j'ai voulu tout supprimer et je me suis dit... En plus, en fait, mes textes ne sont pas protégés, donc oui. Je préfère vraiment tout supprimer. supprimer. Quand tu dis reprenne, c'est-à-dire que ça va être un post en story sans te mentionner, est-ce que ça c'est de la reprise ou vraiment qu'ils mettaient ça sur leur feed comme si c'était eux qui l'avaient écrit? Oui, ou alors ils reprennent des phrases et ils le marquent sur une de leurs photos, mais sans me citer. D'accord, ok. Ou alors ils me citent sur la photo et pas sur le texte. Enfin, bon. Après, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas mal intentionnées. Oui, il y a des fois, il y a des choses peut-être un peu maladroites, ou moi, c'est vrai que je me force de plus en plus quand je mets une image en story, à bien taguer la personne, même si c'est une personne qui va être, pas retweetée, on est sur Instagram, remis en story 1000 fois, qui va peut-être avoir 1000 notifications, mais bon, au moins, je me dis que c'est quand même plus sport de prévenir la personne. Oui, après moi, vraiment au début ça me dérangeait pas que ça soit repris en story si en fait sur tous mes posts je m'identifiais, je mettais La Petite Agnès. Donc ça me dérangeait pas, mais c'est vraiment le fait de reprendre mon texte, copier-coller sans mon nom quoi. Je comprends. Du coup, c'était un peu difficile à gérer et puis en fait je me suis dit mais si jamais je devais prouver que c'est mes textes, comment j'allais faire. Du coup, j'ai préféré vraiment tout supprimer. Je pense que je reposterai certainement des poèmes, voilà. Mais pour l'instant, j'en poste pas. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Et justement, tout à l'heure, là tu parles de Thalès, tout à l'heure tu parlais de confiance en soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais développer là et expliquer en quoi tu peux des fois ne pas avoir confiance en toi? Alors moi, c'est quelque chose, je pense vraiment que c'est très féminin. Parce que ou alors on n'en parle pas. Et ça c'est aussi une autre question. C'est possible. Parce que moi je suis persuadée, et j'ai des exemples dans mon entourage de personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles,
des personnes genrées au masculin, mais qui ne vont pas l'exprimer. Nous, on sait l'exprimer en tant que femme, donc on a peut-être l'impression qu'il y a plus de femmes qui ont confiance en elles, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes. Je te laisse continuer. Et c'est quelque chose, en fait je sais depuis que je suis petite que vraiment j'ai très peu confiance en moi. Enfin vraiment quand tous les regards sont portés sur moi, je rougis, enfin mais vraiment, je pense que c'est vraiment pour ça que je garderai Flamboyance en podcast et pas autrement. Ça m'a causé beaucoup de soucis en fait au niveau du travail, parce que quand tu dois parler devant plusieurs personnes, quand tu dois défendre tes idées, etc. Ouais. Alors les personnes pensent certainement que j'ai pas d'idées ou que j'ai rien à dire, mais en fait si, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est juste que j'ai très peu confiance en moi. Et c'est quelque chose que je combats difficilement, mais je pense que j'y arrive un peu au fur et à mesure. Je me lance des défis comme là aujourd'hui. Ouais. Non mais déjà, je pense que mettre en place ce podcast, tu aurais très bien pu le faire, l'écouter et au dernier moment te dire non, je le poste pas. Mais tu as quand même fait le pas de poster et de te dire bon bah maintenant advienne que pourra quoi. Il y a plein de gens qui vont m'écouter, qui vont entendre ma voix, qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. Et je pense que c'est déjà un grand pas. Hein. Mais après, je pense aussi, je suis, alors, comme beaucoup de femmes, je me critique énormément en fait. Donc là, par exemple, il y a quelques temps, j'ai réécouté les 2 derniers épisodes de Flamboyance et c'était non mais pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai fait comme ça, enfin vraiment, vraiment c'est très difficile d'être bienveillant avec soi-même, mais je pense que c'est nécessaire de combattre ça et de se lancer des défis. Moi par exemple avec Flamboyance, je m'étais dit au 20 janvier j'aurai mon épisode sur toutes les plateformes de podcast et je l'ai dit à tout le monde, je l'ai posté sur Insta et après je l'ai fait parce que je l'avais déjà dit à tout le monde. Oui, mais en fait ça peut être pas mal aussi comme technique parce que tu dis bon bah maintenant j'ai plus le choix en fait. Ouais. C'est comme là, je reviens encore au projet mais j'avais même pas fini les montages que je disais bon bah voilà il y aura des vidéos YouTube, bon, bah maintenant tu te bouges et tu la sors parce que sinon les gens ils vont te prendre comment dire ça, tu vas pas paraître sérieuse sinon. Tu vois. Et les gens vont se dire bon bah ok elle a dit ça mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas et la prochaine chose qu'elle va dire ça passe sur pas. Ouais. Et donc voilà la confiance en soi en fait. Moi je suis une psychologue qui m'aide un peu aussi là-dessus. Je pense que c'est important, on parle pas assez de santé mentale de toute façon dans notre société, mais c'est vraiment important quand on détecte un problème, moi c'est la confiance en moi, mais peu importe en fait le problème, quand il s'agit de la santé mentale, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus, voir un professionnel. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, j'espère que vous prenez bien soin de votre santé mentale. Surtout cette année, ça a été... C'était particulier. Ça a été particulier. Il y a des gens qui ont très bien vécu le confinement parce qu'ils étaient aussi... parce qu'ils ont eu le luxe de bien pouvoir le vivre. Oui. Et d'autres personnes qui, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Même si on a l'habitude de beaucoup travailler chez soi, je reviens encore à mon cas personnel, mais moi j'ai l'habitude de beaucoup travailler chez moi, mais de mettre aussi des bonnes perspectives. Par exemple, hier j'ai travaillé toute ma classe, mais je me suis dit, toute la journée, mais je me suis dit c'est pas grave, de toute façon demain je sors, demain je fais autre chose, demain je vais tourner. Mais pendant le confinement, c'est vrai que t'es obligé de travailler comme avant, mais t'as pas la perspective de dire c'est pas grave, ce week-end je vais voir mes amis, je sors, je vais dans un parc, je vais à Disneyland. Et ça, je pense que moi ça a été compliqué et je pense que je suis pas la seule à avoir été dans cette énergie un peu négative parfois. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des studios ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, quand je dis même pas imaginer. C'est pour ça quand je dis avoir le luxe de bien pouvoir le vivre, c'est juste d'avoir un bout de balcon déjà, tu peux respirer. Et quand on n'a pas, tu fais ton attestation pour aller chercher ton pain.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je me dis, on dévie un peu de la conversation, mais je me dis, en fait, le confinement, enfin même l'après-confinement, ça fait ressortir vraiment tous les privilèges et toutes les personnes qui galèrent, c'est encore 10 fois pire. Euh, Moi, au niveau de ma santé, par exemple, genre porter un masque pendant je sais pas combien de temps dans les transports, ou même pendant la canicule, mais c'est impossible, quoi. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, mais... Je sais pas. Bon, après, j'ai pas envie que les gens interprètent le fait que je suis contre le masque, parce que non, je suis une personne à risque. Et évidemment, portez le masque pour moi, s'il vous plaît. D'ailleurs, je pense qu'on a bien le mettre de distance. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, et je pense que ça va durer assez longtemps, au moins 2 ans, ce qui paraît, pour trouver le vaccin. En tout cas, à mon avis, peut-être qu'on aura tous eu un moment. Sans le savoir. C'est ça. Pendant 1 seconde. Ouais, donc tout ça, pour toi, la confiance en soi, ça joue beaucoup aussi. La santé mentale va jouer aussi beaucoup sur la confiance en soi aussi, c'est ça que tu veux dire? Et en fait, c'est vrai que ça joue aussi sur tous les projets qu'on peut avoir dans la vie. Bien sûr. Si on a un manque de confiance, tes projets, tu peux pas les mener à bien, quoi. C'est toujours très compliqué. Tu fais 2 pas en avant, tu en fais 4 en arrière. C'est compliqué, mais il faut jouer avec. Il faut apprendre à vivre avec et pas forcément apprendre à vivre avec, mais en tout cas connaître tes limites, connaître ce mal avec des gros guillemets et connaître tes limites pour pas non plus te mettre mal à l'aise. Alors pour terminer notre discussion, est-ce que tu pourrais me dire si déjà pour toi c'est important qu'il y ait des femmes dans le monde de la culture et si oui, pourquoi c'est important? Alors oui, évidemment, c'est important. Je pense que j'encourage à chaque fois des femmes qui vont me dire oui, je pense que vous avez compris. C'est hyper important et de toute façon, toutes les voix sont importantes. Bon, encore plus celles des femmes parce qu'on les entend pas. Mais je pense aussi aux personnes qu'on n'entend vraiment pas, en fait, des minorités comme des personnes racisées, comme des personnes, je sais pas, des femmes de ménage. En fait, il y a énormément de catégories de personnes qu'on n'entend pas. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc, après, je pense que c'est les médias aussi de changer ça. C'est à nous de changer ça aussi. Et à la façon dont on éduque aussi nos enfants. Donc, oui, c'est important. Et oui, il faut mettre plus de femmes dans les médias, dans la culture. Il faut les entendre. Et il faut entendre aussi toutes les catégories de personnes qui sont minoritaires en fait, dans cette société. Et comment tu vois du coup? Est-ce que tu es assez optimiste par rapport à l'avenir ou... Alors moi je suis assez optimiste parce que déjà j'ai l'impression vraiment qu'on déconstruit énormément de choses. On est dans une génération où on remet beaucoup de choses en question et c'est pas négatif en fait, c'est très très positif. Après il y a forcément c'est forcément compliqué en fait, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des chocs de culture et de génération aussi, où des personnes en fait ont vraiment du mal à comprendre les jeunes en ce moment, tout ce qu'ils font. Ça c'est pas nouveau que les anciennes générations ne comprennent pas les jeunes, mais oui je comprends ce que tu veux dire par le... on le voit encore une fois au niveau de tout ce qui est débat autour des personnes LGBT, de la PMA, etc. On voit très bien, en tout cas en France, on voit très bien qu'il y a complètement 2 camps, quoi. Le camp des personnes qui sont totalement contre et le camp des personnes directement concernées par le fait d'être dans la catégorie LGBT et ce qu'on appelle aussi les alliés, qui peuvent être des personnes binaires et des personnes binaires et hétéros qui vont se ranger du côté des personnes LGBT. Ah oui, donc en fait je trouve qu'on est dans une génération qui, en tout cas ma génération, la tienne aussi, où il y a énormément de discussions et je trouve ça très positif. Je pense qu'il faut vraiment aller dans cette voie
où toutes les discussions sont ouvertes en fait sur tous les sujets. Et même sur, je sais pas, la sexualité, le genre, enfin tout ça, il faut vraiment en parler en fait. C'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être des discussions qui avaient lieu avant, mais maintenant elles deviennent publiques en fait. Oui, t'as les podcasts, les vidéos, tout ça, enfin, ça favorise aussi beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'avoir suivi le projet depuis le tout début, donc depuis janvier. Pour la petite anecdote, on devait tourner bien avant, mais on s'est rencontrés la première fois, quand on a déjeuné ensemble la première fois, le samedi midi, où le soir ils fermaient tous les restaurants, où ils ont dit à minuit vous dégagez, et le mardi d'après il y avait le confinement. Donc voilà, après l'été a passé un peu chacune de notre côté, et je ne sais plus on est quel jour là, on est le 11 octobre. Oui, c'est ça. Oui. Et donc enfin le 11 octobre on arrive à trouver un moment. À trouver un moment. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver le podcast? Alors vraiment sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres. Ok. Et pour ce qui est de Elle Projet, donc vous avez toujours la page YouTube sur laquelle vous avez écouté cet enregistrement, donc l.s.projet. Notre page Instagram, aussi l.s.projet. On vous invite à aller regarder aussi les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. À partager, à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous. Tout ça, comme d'habitude. Et nous, on vous souhaite le meilleur et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.